Pierre Bellemare, de drôles de chemins. Imaginons un seul instant que vous puissiez lire dans l'avenir. Si vous y découvrez d'heureux événements, cela leur enlèvera beaucoup la saveur de la surprise lorsqu'ils surviendront. Évitez les catastrophes. Comment faire puisque si vous les voyez, c'est justement qu'elles vont se produire. Ce sera l'occasion de vous désoler à l'avance, de vous gâcher de belles journées que vous pourriez vivre dans une joyeuse ignorance. Non, croyez-nous, de toute façon, c'est impossible. Mieux vaut donc vous abstenir d'essayer. Au cas où ça fonctionnerait, quelque part, peut-être non loin de chez vous, vit une très vieille femme à la peau grise qui habite un immeuble bruyant, un peu décrépit. Les escaliers résonnent sous la course sans précaution de dizaines d'enfants qui ne savent que s'insulter ou se battre en croyant jouer. Près des boîtes aux lettres éventrées, des jeunes gens, capuche sur la tête et pantalons trop larges, attendent des heures. Ils n'ont rien à faire, sinon se quereller au sujet de rien. Dans cet immeuble peut-être proche du vôtre, cette très vieille femme vit dans la nuit, volet de métal toujours baissé. La lumière de la banlieue, elle ne la connaît pas. Ses yeux l'ont abandonnée depuis longtemps. Et la dernière image qui s'est gravée dans ces yeux-là, il y a longtemps, c'était un soleil chauffé à blanc et des arbres comme on n'en voit pas par chez nous. Une image qui avait une odeur d'Afrique, une odeur que l'on retrouve un peu au détour de l'escalier, le soir, lorsque toutes les locataires font la cuisine. Cette vieille femme aux yeux éteints était noire. Était, à vivre dans l'obscurité, on dirait qu'elle se décolore, comme ces bêtes ou ces végétaux privés de lumière, au fond de certaines cavernes. Les cheveux crépus ont blanchi et ils reculent sur le front bombé. Sur la figure, sur les mains maigres de la vieille femme, des taches indécises dessinent en bistre les cartes d'une géographie mouvante. La vieille est un peu folle, disent ceux qui se rappellent encore qu'à cet étage-là, derrière cette porte-là, vit une vieille. Mais ils sont peu nombreux, ceux qui se souviennent. Les locataires, dans ces immeubles, ça va, ça vient. La vieille, oh, elle n'est pas folle du tout, affirment une ou deux personnes, celles qui acceptent d'avouer qu'elles l'ont consultée voilà quelques années. Oh non, pas folle la vieille, sans ses yeux, elle y voyait encore mieux que vous et moi. Ce qu'elle m'a annoncé, à moi, ça s'est toujours passé exactement comme elle l'avait prédit. Toujours est-il qu'aujourd'hui, cette vieille femme aveugle ne reçoit plus personne, ne fait plus aucune prédiction. Elle ne répète plus qu'une morne litanie. Je l'avais vu. J'avais vu cette mauvaise rencontre. Je savais que ce garçon ferait du mal à ma petite Jacqueline. Ce qu'elle veut dire, c'est que la rencontre de Jacqueline R et de Bertrand Aubert ne fut pas un hasard, pas plus que leur destin. Si ce nom vous dit encore quelque chose, l'affaire Bernard Aubert ne reste pour vous qu'un vague fait divers de la rubrique criminelle dans la période du fumeux dossier dit des Irlandais de Vincennes. Mais la vieille femme est prête à jurer que ce fut plus, bien plus. C'est à vous de juger. Si vous lui donnez raison, alors vous accepterez de vous engager sur de drôles de chemins qui défient la raison. Qu'est-ce que tu fais, Jacqueline? Pourquoi est-ce que tu ouvres le placard? Je m'habille, grand-mère. Non, attends, tu ne dois pas sortir maintenant. Mais j'en ai besoin, j'étouffe ici. Non, si ton père et tes frères ne te retrouvent pas, c'est contre moi qu'ils seront en colère. Jacqueline regarde sa grand-mère, assise sur le tapis élimé. C'est qu'elle est très vieille, la grand-mère, et elle a de très vieilles habitudes. Elle a toujours aimé être en contact avec le sol. Quoique le sol, dans ce HLM de banlieue de Paris, n'ait pas grand-chose de commun avec la terre battue de la maison, cette maison tout près de la brousse dont elle parle de temps en temps. Jacqueline sourit tristement et enfile son manteau. « Voyons, grand-mère, tu sais bien que nos hommes ne rentrent que tard dans la nuit, avec le travail qu'ils sont obligés de faire. » « Ne t'inquiète pas, je serai revenu bien avant eux. »« Non, non, pas aujourd'hui, je t'en prie. »
Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as peur. Je fermerai bien la porte. Je peux même t'allumer la radio si tu veux. Jacqueline, ce n'est pas pour moi que j'ai peur. Tu crains pour moi, à cause des garçons de la cité? Tu sais bien que ce sont tous mes amis. Ils ne me feront rien. Ce n'est pas ça, petite. Je voulais pas te le dire, mais j'ai lancé les os cet après-midi. Ils disent du mauvais, du très mauvais. Jacqueline retint un petit mouvement d'inquiétude. Un mouvement qu'elle voudrait se cacher surtout à elle-même. Mais une jeune Africaine, même née en France, ne peut pas négliger ce à quoi sa grand-mère vient de faire allusion. Elle a lancé les os. Elle parlait d'os de poulet que l'on jette devant soi. Selon leur disposition, on lit les présages, les réponses aux questions de l'existence. Vieille divination venue de la nuit des temps. La grand-mère en sait toutes les finesses. Comme elle ne peut pas voir, elle effleure les os du bout de ses doigts gris. Et alors des paroles, des images lui viennent. Elle connaît bien d'autres méthodes encore, héritées des femmes de la famille. Bien entendu, Jacqueline se défend de croire à toutes ces bêtises. Elle est française, Jacqueline. Presque parisienne, elle est allée au collège jusqu'au brevet. Elle a dû arrêter à la mort de sa mère qui n'avait pas supporté le climat. Jacqueline devait veiller sur ses 4 hommes, le père et les 3 frères, et aussi sur la vieille femme aveugle. Jacqueline travaille maintenant dans une laverie, mais elle étudie encore pour passer le bac par correspondance. Elle lit beaucoup, regarde la télé, va au cinéma. Elle est d'ici et d'aujourd'hui, Jacqueline. Alors les osselets et leur langage, elle n'y croit pas. Elle fait juste semblant, pour faire plaisir à sa grand-mère. Plus exactement, elle aimerait que ce soit comme cela. Mais il y a les racines, celles qui poussent profondément en vous lorsque vous êtes loin de votre terre. Elles vont loin, ces racines-là. Bien plus loin qu'on ne le voudrait, et à l'instant, les racines viennent de se contracter un peu dans la poitrine de Jacqueline. La vieille femme tourne vers elle, sa figure aux yeux clos. « Tu vois, petite, tu as peur toi aussi. »« Moi? Pas du tout, je n'ai rien dit. »« Depuis quand tu as besoin de me parler pour que je t'entende? J'ai senti le changement de ton souffle. »« Mais non, grand-mère, c'est parce que je manque d'air dans cet appartement. Allez, je sors. »« Et tes livres? Tu dois rester avec tes livres, tu as un examen bientôt. »« J'en ai plein la tête, justement. Pour pouvoir m'y remettre, j'ai besoin de respirer. » La vieille femme baisse le front. « Je sais que tu t'en iras quand même, puisque les osselets l'ont dit. J'ai essayé, et je ne pourrai pas t'empêcher. Qu'est-ce que tu crains au juste? La rencontre que tu vas faire, elle sera mauvaise. Je ne sais pas encore à quel point, mais mauvaise. Va, puisque personne ne peut rien faire. » C'est ce soir-là que Jacqueline fait la connaissance de Bernard Robert. Plus tard, quand leur lien se sera affirmé, elle osera parler avec lui des osselets de la grand-mère. « Je n'y crois pas, tu sais. Ce sont des histoires de bonnes femmes. Mais quand même, si on y réfléchit, pourquoi est-ce que ce soir-là, j'ai laissé tomber mes bouquins alors que l'examen approchait? Pourquoi est-ce que j'ai eu brusquement envie de sortir alors que c'est quand même dangereux la cité la nuit? Je ne sortais jamais seul, tu sais. Et puis, pourquoi est-ce que je suis entré dans ce cinéma alors que le film était déjà commencé? Un polar en plus. J'ai horreur de ça, et il y en a plein la télé. Et pourquoi est-ce que je suis venu m'asseoir au fond à côté de toi alors que j'avais oublié mes lunettes? Hein? Pourquoi? Bernard Robert lui appuie l'index sur le nez. Pourquoi? Tu ne t'es jamais demandé, en plus, comment ça se fait que j'ai pu te voir dans l'obscurité, toute noire que tu es? Et les deux amoureux éclatent de rire. C'est vrai qu'ils se sont trouvés, c'est cela qui compte. C'est vrai aussi que si nous nous mettions chacun à réfléchir, nous trouverions du bizarre partout. En a-t-il fallu des successions de hasards pour que se produise la rencontre qui a changé notre vie? Et dans une vie, combien de rencontres décisives? Rien de magique là-dedans. Il n'empêche, les osselets, le cinéma, tout cela s'est bel et bien passé avant qu'un jour vous ne lisiez le nom de Bernard Aubert dans la rubrique criminelle de votre journal. Et si, avec un peu de recul,
vous considérez l'ensemble, vous penserez peut-être que le hasard, une fois de plus, a bon dos. La nuit où elle rencontre Bernard Robert, Jacqueline rentre tard, très tard. Si tard que son père et 2 des 3 frères sont arrivés avant elle. Jusqu'au matin, la lumière ne s'éteindra pas et les éclats de voix dérangeront les voisins. Oh, pas de violence. Le père est un homme très doux, malgré son visage. Un visage dérangeant pour les Européens. Creusé au front et aux joues de ces cicatrices que l'on taille, au pays, dans la chair des jeunes gens lorsqu'ils deviennent des hommes. Mais jamais le père ne lèverait la main sur Jacqueline. Ses mains, il se contente de les lever au plafond, comme tous les pères de chez nous et d'ailleurs lorsqu'ils sont inquiets. Comme tous les pères, il marche de long en large en lançant dans son dialecte « Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir une fille pareille ?» Et les 2 frères prennent le relais en rappelant tous les sacrifices consentis pour l'éducation d'une fille. Oui, d'une fille. Et d'évoquer la mémoire de la mère disparue. Qu'est-ce qu'elle doit penser? Et lorsqu'au matin le 3e frère, le veilleur de nuit, revient du boulot, on réexplique la situation et tout recommence. Jacqueline ne dit rien, baissez le nez, laissez passer l'orage. De temps en temps, elle regarde la grand-mère qui dodeline de la tête dans un coin obscur. Est-ce qu'elle suit la conversation ou bien s'est-elle endormie? S'est-elle échappée vers le soleil chauffé à blanc de sa jeunesse, vers la maison? Est-ce qu'elle est en train de dormir sur le sol de terre battue à l'orée de la brousse? Sauvée par la pendule, Jacqueline part faire ses 10 heures dans la laverie bruyante et humide, avec un moral d'acier. Le plus dur reste à affronter. Elle n'a vu Bernard Robert qu'une fois, mais elle est déjà certaine qu'elle devra parler de lui à sa famille. Et l'acier de son moral devra être blindé. La première à recevoir la confidence, c'est évidemment grand-mère. « Tu vois, tes osselets n'avaient pas raison. Petite, ils ont parlé de ta rencontre. Si tu veux, alors disons qu'ils se sont seulement à moitié trompés. Il y a bien eu la rencontre. Mais rien de mauvais, si tu savais comment Bernard est gentil et tout ce qu'il a envie de faire dans la vie. Il veut devenir quelqu'un, se sortir d'ici, et il veut le faire avec moi. » Mais les choses n'iront pas toutes seules. Imaginez les présentations un dimanche après-midi dans le F4 de la cité. On a assis grand-mère sur une chaise au bout de la table. Les 4 hommes de Jacqueline sont debout derrière elle, 2 de chaque côté. Ils ont revêtu le boubou traditionnel, la grande robe bariolée qui descend jusqu'aux pieds. Ils ont vissé bien d'aplomb sur leur front levé la toque ronde et rouge. Toute la tenue qui affirme leur différence, leur africanité. Au coup de sonnette, Jacqueline est allée ouvrir. Elle ramène par la main Bernard Robert, 24 ans, un garçon maigre, nerveux. Cheveux mi-longs, barbe très blonde, yeux très bleus. Elle se recule d'un pas dans l'angle de la pièce. La confrontation est froide, dure. Bernard explique qu'il étudie librement, hors des sentiers ordinaires, à l'université de Vincennes. C'est la pleine époque où ce nom signifie « repère d'intellos gauchistes, crypto-maoïstes et marginaux fumeurs de hashish ». Bernard a des copains de toutes les couleurs, des rouges, des jaunes et bien sûr des noirs. Ils se sentent égaux avec leurs différences. Mais les hommes de Jacqueline savent que ses amis de Bernard sont des intellectuels, comme lui. Il se fait sûrement toutes sortes de belles idées sur ses frères d'Afrique, mais des idées de blanc. Passons les détails et les termes humiliants qu'on lui envoie à la face. Il a peine à se retenir de répondre sur le même ton. Peine à ne pas renverser cette table dressée devant lui comme dans un tribunal. Il se retire aussi poliment et dignement que possible, mais l'issue de l'entrevue est claire. Jamais il ne sera accepté dans cette famille. Devant ce refus révoltant pour elle, Jacqueline, tout entière soulevée par son amour, choisit son camp et préfère couper nettement les ponts pour mettre fin au conflit. Elle quitte l'appartement un soir en cachette avec une petite valise à l'heure où les hommes travaillent. Juste un baiser un peu mouillé de larmes sur le front de grand-mère qui somnole, ou qui fait comme si, pour éviter les adieux. Jacqueline est lucide. Elle sait qu'elle ne va pas vers une existence de miel.
Elle rejoint Bernard dans une autre cité HLM, un autre immeuble plein de graffitis. Ce ne sera pas facile tous les jours. Qu'importe, tout est transfiguré par la vie à deux. On repeint l'appartement, on se bricole des meubles. La vie à deux sera bientôt la vie à trois. Premier enfant, cela ressemble encore au bonheur. Jacqueline pouponne, Bernard travaille dans une librairie révolutionnaire. Il garde le contact avec les copains de Vincennes. Des types et des filles passionnants qui viennent souvent, le soir, pour refaire le monde assis par terre, fumant beaucoup, buvant café sur café jusqu'à l'aube, en essayant de ne pas parler trop fort à cause du bébé. Jacqueline reste un peu à l'écart, cantonnée à la cuisine où elle lave les tasses et prépare la marmite de spaghettis pour la petite faim de 3 heures du matin. Mais cela ne lui déplaît pas trop. Finalement, ces gens assis en rond qui palabrent, c'est un peu l'atmosphère tribale qu'elle a toujours connue. Sauf qu'elle est dans une tribu de blancs qui disent des choses très abstraites. Elle va pourtant s'apercevoir que sa lucidité n'était pas parfaite, même si elle n'espérait pas un coup de baguette magique, même si elle se pensait prête à affronter une réalité modeste, elle ne s'attendait pas à un tel désenchantement. Le premier enfant a 1 an lorsque le second s'annonce. À 4 dans un 2 pièces, la vie devient dure. D'autant plus dure que survint la première arrestation de Bernard. Il reste 5 mois en prison préventive. Une obscure histoire de connivence avec un groupe de terroristes irlandais. On a parlé de fourniture d'explosifs, de faux papiers. Mais aucune preuve formelle n'est apportée par l'accusation. Non-lieu, Bernard est libéré. Il revient, plutôt fier de cet emprisonnement pour ses idées. Évidemment, il a perdu son travail. Même dans une librairie révolutionnaire, il devient encombrant. Tant pis, ce n'est pas le travail qui manque. Or, à chaque fois qu'il se présente pour une place, les employeurs semblent avertis de ses démêlés avec la justice. Pourtant, la préventive n'est pas inscrite sur son casier judiciaire. Bernard enrage. C'est les salauds de flics, les barbouzes, les renseignements généraux. Ils sont vexés de n'avoir rien trouvé contre moi. Ils veulent me démoraliser, me faire quitter le pays. Mais je m'en fous, je me débrouillerai. Il se débrouille, effectivement. Il rapporte de l'argent à la maison, souvent très peu, parfois trop d'un seul coup. Toujours en liquide. Au regard plaintif de Jacqueline, il répond « Mais ne t'inquiète donc pas, c'est des boulots non déclarés, des dépannages en attendant de trouver plus stable. Il y a un avantage, remarque, on ne paye pas d'impôts. » Il s'est fait aussi de nouveaux amis. Ceux-là, Jacqueline ne les aime pas. Ils arrivent encore plus tard que ceux d'avant, ils sont moins nombreux, ils ont des yeux de renard qui bougent sans arrêt, ils cessent de parler quand elle apporte le café. « Bernard, c'est qui ces gens? Qu'est-ce que tu magouilles avec eux ?»« Mais c'est rien de spécial. La politique, tu comprends ?»« La politique, oui, peut-être. N'empêche que les yeux de Bernard commencent eux aussi à devenir trop brûlants, trop mobiles. Des billes bleues à reflets d'acier qui rebondissent trop vite de droite à gauche comme dans un flipper. Il sursaute lorsque le téléphone sonne. Il fait signe à Jacqueline de décrocher. Elle n'entend que des voix brèves, tranchantes, que des prénoms. Jacques pour Bernard. Ou bien Gérard pour Bernard. Son mari répond par monosyllabe. Oui, vu, ok, c'est ça. Lorsqu'un appel arrive en l'absence de Bernard, le correspondant annonce. Dis-lui juste que c'est d'accord, comme prévu. Oui, c'est tout, il comprendra. Jacqueline, elle aussi comprend. D'une manière ou d'une autre, son compagnon file un mauvais coton. Tout cela parce qu'ils sont pauvres et qu'il doit se débrouiller pour trouver de quoi vivre. Alors, elle décide de rapporter de l'argent, elle aussi. Mais que peut-elle faire? Maintenant, pour un poste sérieux, le bac est vraiment le minimum. Jacqueline s'en veut d'avoir arrêté juste avant. Il y a des centaines de femmes qui ont ce fichu diplôme. Elles ont la priorité pour les vrais emplois. On ne l'acceptera que dans les petits boulots sans garantie, aux heures dont personne ne veut. De nouveau, de la manutention dans une blanchisserie? Garnir les rayons dans un supermarché? La plonge dans une cantine scolaire? En plus, dans la cité, il n'y a qu'une seule garderie pleine à craquer. Il n'est pas facile de trouver quelqu'un de sérieux à qui confier 2 enfants en bas âge, 2 enfants métis. Et la nourrice coûte presque plus cher que ne rapportent ses travaux exténuants à temps partiel.
Le stress devient trop fort pour Jacqueline. Il faut qu'elle trouve un moyen de quitter cet endroit, d'emmener Bernard loin de ses fréquentations malsaines. Au bord de la mer, c'est ça. Elle dira que les enfants ont besoin de l'air de la mer. S'il le faut, elle mettra le docteur dans le coup. Mais pour que Bernard accepte, il faut qu'elle règle tout et le mette devant le fait accompli. Et comment préparer un déménagement sans un sou devant elle? Elle va trouver, elle doit trouver. C'est vers 10 h, un soir de cette période, qu'un visiteur sonne. On n'attendait personne. Bernard file dans la chambre à coucher. « Va voir qui c'est, je ne suis pas là. » La porte s'ouvre sur la carrure imposante d'un colosse noir engoncé dans une combinaison de métallo. « Théodore, qu'est-ce que tu fais là ?» Le plus jeune frère de Jacqueline se dandine sur le seuil. « Je partais pour l'usine, je suis d'équipe de nuit. Je n'ai pas dit à papa que je venais te voir, il ne veut toujours pas te parler. » Bernard a bondi hors de la chambre, les poings serrés, prêt à la bagarre. « Tu veux quoi, toi ? Depuis quand tu as notre adresse ? C'est toi qui l'as appelé, Jacqueline ?» Théodore, d'une pichenette, le renvoie à 5 pas sans même le regarder. « Jacqueline, c'est grand-mère. Elle a lancé les osselets. Elle a vu encore une rencontre. Pour moi, elle a parlé de vous deux, mais elle a prédit que, cette fois, il y aurait du sang. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire au juste ? Je n'ai pas pu le savoir. Elle n'est plus très d'aplomb, tu vois. Et toi, Théo, tu es venu me demander de rentrer, c'est ça ? Non, même pas, ça ne servirait à rien. Selon grand-mère, du moment que le présage est là, cela arrivera. On ne peut rien changer. Alors je voulais juste te dire qu'on t'aime, tous, c'est tout. » Théodore tourne les talons et descend l'escalier dans l'obscurité. L'ascenseur est hors d'usage et toutes les ampoules ont été volées. Jacqueline se tourne vers Bernard qui écume d'humiliation. « Chérie, j'ai peur. Qu'est-ce que tu prépares ?»« Mais rien, rien, c'est des histoires. » Pourtant, l'enquête l'a démontré ensuite. C'est précisément à cette période que Bernard Aubert et ses complices organisaient leur expédition. La police appela ce groupe un gang, la justice une association de malfaiteurs. Eux-mêmes se considéraient comme une organisation de libération. Ils étaient occupés depuis plusieurs semaines à ce que l'on nomme une planque ou un repérage. La préparation minutieuse d'un hold-up. Chronomètre en main, ils se relayaient pour enregistrer exactement les habitudes d'une petite succursale de banque sur une place du 13e arrondissement de Paris. L'attaque eut lieu en plein jour, un vendredi. Comme chaque semaine, un véhicule blindé s'arrêta vers 11h55 devant l'agence. Les convoyeurs apportaient l'argent destiné à la paye en fin d'après-midi du personnel d'un gros atelier de confection tenu par des Asiatiques. Dès que le fourgon se fut éloigné, une BMW volée à Lyon dans la nuit quitta la place de stationnement qu'elle gardait depuis le matin devant la banque. Une camionnette commerciale, volée dans un entrepôt de banlieue et vaguement maquillée, vient prendre la place de la BM. La BM, elle, se mit en double file, quelques mètres en avant, moteur au ralenti. Dans la camionnette, invisible de la rue, les hommes du commando. Selon les interrogatoires menés ensuite par la police, il semble que c'est à cet instant, au moment de descendre, que quelqu'un mit entre les mains de Bernard Aubert une mitraillette. Là encore, les hasards s'accumulèrent pour mener au dénouement tragique et ahurissant. En effet, sur cette opération, Bernard ne devait être que le chauffeur. Or, la veille, l'un des hommes d'action s'était bêtement fait arrêter dans une rixe de bistrot. Le chef du groupe avait besoin d'un remplaçant. Mais sachant Aubert opposé à l'usage des armes, il ne le mit au courant qu'à l'ultime minute. Devant la banque, il lui était trop tard pour reculer. En lui fourrant la mitraillette sous sa gabardine, son complice lui dit « Te fais pas de mouron, c'est juste pour la frime, juste pour leur filer la trouille. » Puis il lui abaissa la cagoule sur le visage et le poussa dehors. Il n'y avait que le trottoir à traverser. La machine était lancée. Une fois à l'intérieur de la banque, le film de la caméra de surveillance, analysé ensuite image par image, révèle nettement comment tout cela s'est passé, montre en main 40 secondes. 40 secondes pour faire basculer des vies. Premier temps, tout le monde à plat ventre. Deuxième temps, on voit la silhouette un peu floue d'un gardien qui se redresse,
plonge vers une sonnette d'alarme sous une table et dégaine son revolver. Troisième temps, les coups de feu. Regardez le ralenti. C'est Bernard qui tire. Un réflexe, il croit que le vigile de sous la table le vise. Aubert ne sait pas manier une mitraillette, ne maîtrise pas le recul du gros calibre. La rafale part en éventail, manque le gardien qui roule s'abriter à l'angle du comptoir. Les projectiles font voler des éclats sur le carrelage, puis sur le mur d'en face brisent une pendule. Ils arrivent sur la porte du bureau du directeur juste au moment où celui-ci l'ouvre pour tenter de dialoguer avec les braqueurs. Dehors, sur la place, on entend déjà les sirènes de police. Bilan que vous lisez dans vos journaux du soir, 6 gangsters arrêtés en flagrant délit. Dans la banque, un blessé grave, un mort. Ou plutôt, une morte. Le blessé grave, c'est le directeur. La morte, c'est une cliente qui se trouvait dans le bureau du directeur pour un entretien privé. Les journaux relatent. Cette jeune femme, française d'origine africaine et mère de 2 enfants, Jacqueline R., était la concubine de l'un des gangsters, Bernard Aubert. Dans un premier temps, on a cru à sa complicité, mais les témoignages de tous les membres du gang l'ont totalement mise hors de cause. On ne peut parler que d'horribles coïncidences. Coïncidence, c'est ce que l'on dit toujours en pareil cas. Et que dire d'autre? Bernard Aubert, au bord de la folie, déclara aux enquêteurs: « J'avais accepté ce coup pour essayer de sauver mon ménage. » La déposition du directeur blessé mentionne: « Cette femme venait se renseigner au sujet d'un emprunt personnel. Elle voulait sauver son ménage. Comme elle ne savait pas ce qui était nécessaire pour convaincre un banquier et qu'elle craignait le ridicule si on la rejetait, elle faisait un premier essai dans un quartier où on ne la connaissait pas, à l'autre bout de Paris. Elle est entrée dans notre établissement par hasard. » Il ne faut certainement pas chercher une autre explication. Pourtant, le hasard vous mène parfois sur de drôles de chemins. Des chemins qu'une vieille femme aveugle avait vus du fond d'un appartement obscur dans une tour de béton, peut-être non loin de chez vous.